Bonjour, on se retrouve ici au cœur du quartier de la Défense pour aller à la rencontre d'une école, l'IFAG, qui propose à ses étudiants d'entreprendre son avenir. Alors on s'est faufilé dans le cadre des journées portes ouvertes pour aller à la rencontre des apprenants, des enseignants, de la direction et puis de celles et ceux qui se sont déplacés. Alors à quoi ça ressemble d'être étudiante ou étudiant à l'IFAG et puis surtout, comment fait-on pour apprendre à entreprendre son avenir? La réponse tout de suite. Vous retrouvez une trentaine de personnes dans la classe. Donc si jamais vous avez une question, vous pouvez très bien poser. C'est pas comme la fac. On nous explique comment créer une entreprise. Donc c'est vraiment très professionnel. Allez, pour commencer cette journée, on m'a donné rendez-vous ici dans l'amphi principal pour aller à la rencontre de Guillaume Delfos, c'est le directeur du campus. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ce bel amphi. Je vous récupère quelques instants avant que vous fassiez une présentation à toutes celles et tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter l'IFAG en quelques mots? Ok, bienvenue déjà dans un premier temps à l'IFAG de La Défense, Paris La Défense. Le campus de Paris La Défense est le premier campus qui a été créé sur l'ensemble du réseau IFAG, puisqu'on parle d'un réseau, le premier réseau d'écoles de management avec 26 campus sur l'ensemble du territoire et également à l'international. Alors c'est une école qui a été créée en 1968, donc il y a plus de 50 ans aujourd'hui, et qui forme les futurs jeunes apprenants à devenir des managers et à créer, reprendre des activités entrepreneuriales également. Oui, parce que c'est ça, c'est même la baseline, c'est entreprenez votre avenir, ça veut dire quoi? Exactement, c'est ça. En fait, entreprendre son avenir, c'est aussi faire le choix de cette formation, de cette école, pour prendre les rênes en fait, de son avenir. L'IFAG forme, comme j'ai dit, à ceux qui souhaitent occuper des fonctions managériales dans l'entreprise, à ceux qui souhaitent créer, reprendre une activité. Et la pédagogie à l'IFAG est 100% entrepreneuriale avec des grands projets tout au long du cursus, tout au long des formations. Alors justement, ces formations, parlez-nous-en. Qu'est-ce qu'on peut concrètement étudier à l'IFAG? Alors à l'IFAG, il y a 3 niveaux de diplômes qui vont du post-bac avec la possibilité d'intégrer sur un BTS, 2 BTS différents, le BTS MCO, Management Commercial Opérationnel, et le BTS GPME, Gestion des petites et moyennes entreprises. Au-delà de ça, vous pouvez intégrer soit en admission parallèle, soit en poursuite d'études après le BTS, en 3e année sur un de nos 2 bachelors, puisqu'on propose un bachelor en alternance sur la gestion de projet, et puis un bachelor en formation initiale sur l'entrepreneuriat et l'open innovation. De la même façon qu'à la suite du BTS ou en intégration parallèle, vous avez la possibilité de pouvoir intégrer l'IFAG sur le MBA, un de nos 9 MBA qui balaye un petit peu l'ensemble des pans de l'activité de l'entreprise. Vous l'avez dit, l'un des points forts de la formation, c'est la possibilité de suivre son cursus en alternance. Comment ça se passe concrètement? Vous les accompagnez, les étudiants, à trouver ces opportunités-là? Alors, on les accompagne dès l'intégration dans la formation. Il faut savoir que dès qu'ils s'inscrivent, qu'ils formulent le vœu, qu'ils souhaitent intégrer en tout cas l'IFAG et qu'ils valident leur inscription, on les fait basculer au service des relations entreprises, qui est composé de 2 personnes pour pouvoir les accompagner en amont du démarrage de la formation jusqu'à trouver une entreprise et faire en sorte qu'on contractualise avec elle. Racontez-nous aussi un petit mot peut-être sur la pédagogie. Comment on apprend à l'IFAG? Est-ce qu'on est tous les jours dans des amphis à suivre des grands cours magistraux? Comment ça marche? Alors, absolument pas. On n'est pas du tout dans des amphis. On est sur des groupes assez restreints. On va rarement au-delà de 35 étudiants dans chacun des niveaux de formation. On apprend par projet. C'est la pédagogie par projet, des cas concrets d'entreprise. On a le cas CREA qui est un cas de création d'entreprise sur le bachelor en formation initiale, le cas Innov qui est un projet d'open innovation pour le compte d'une entreprise, pareil toujours sur le bachelor, que ce soit en initiale ou en alternance. Ce sont que des projets concrets et réels pour des entreprises, puisque on a déjà réalisé par exemple le cas Innov il y a 2 ans pour Action Logement, il y a l'année dernière pour la Banque de France sur des sujets de communication, d'innovation, en termes commercial ou de développement. Allez, peut-être un mot aussi, une question que se posent pas mal les jeunes. Pourquoi choisir l'IFAG plutôt qu'une autre école? Alors c'est une école qui reste à taille humaine. Le campus de Paris accueille 290 étudiants. On connaît nos étudiants, on sait les accompagner. L'ensemble du parcours d'intégration dans la formation
fait que tous les services ont l'occasion de connaître personnellement les étudiants. C'est souvent ce qui ressort d'ailleurs de la part des apprenants. C'est cette proximité avec le service pédagogique quand ils ont des difficultés, quand ils ont des soucis d'ordre professionnel ou personnel également. C'est cette proximité avec le service des relations entreprises qui intervient dans les entreprises quand ça se passe bien, mais également quand il y a un peu plus de difficultés. Et puis, c'est également notre écoute qui fait qu'on fait évoluer la formation en fonction des remontées qu'on a également de la part des apprenants. Et ben voilà, plein de points forts en tout cas. Je crois qu'il y a pas mal de monde qui est en train d'attendre pour votre conférence. Donc je vais vous laisser. Pendant ce temps-là, nous, on va continuer notre petite visite à la rencontre des différents interlocuteurs de l'IFAG. Merci beaucoup Guillaume. Merci à vous. Allez, je profite d'une petite accalmie puisque les visiteurs sont en train de suivre la conférence du directeur pour échanger avec vous. Caroline, bonjour. Bonjour. Vous êtes formatrice en développement personnel et prise de parole ici à l'IFAG. Et j'avais envie de discuter un peu avec vous pour savoir comment concrètement les enseignants appréhendaient les cours qu'ils donnent ici. Une première précision qui est intéressante, c'est que, comme les autres formateurs, vous avez une activité professionnelle et vous êtes en même temps formatrice, c'est ça ? Tout à fait. Moi, je suis en pluriactivité, c'est-à-dire que je suis formatrice, coach, consultante certifiée et je travaille aussi pour un grand groupe média sur la communication et beaucoup sur la réputation des marques, en fait. Et alors, concrètement, qu'est-ce que vous enseignez ici à l'IFAG ? Alors, à l'IFAG, je fais la prise de parole en public, je m'occupe aussi de tout ce qui est technique de travail en réunion, tout ce qui est assertivité, affirmation de soi. C'est un vrai travail sur quel manager je serai demain, si je crée mon entreprise, quelles sont les qualités, les soft skills, les qualités que je devrais avoir pour au mieux travailler en bonnes conditions avec mes fournisseurs, mes employés, enfin voilà. L'idée donc, ça veut dire que vous êtes là pour faire comme du développement personnel, c'est-à-dire permettre aux étudiants de se découvrir. J'imagine que ça passe par beaucoup de pratiques, de mise en situation. Alors je suis aussi prof de théâtre, j'anime des ateliers sur Paris, en région parisienne. Et donc oui, je vais actionner des petits outils avec eux pour permettre de conscientiser certaines choses. Donc on fait beaucoup de mise en situation, beaucoup de cas pratiques et je les mets en conditions réelles. Voilà, je leur mets une problématique et qu'est-ce qu'on fait Vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, de petites cas pratiques que vous avez fait avec eux ? Alors récemment, j'ai travaillé sur un procès parce que je voulais qu'ils travaillent sur la force de conviction. Comment est-ce qu'on est efficace, convaincant dans nos relations, dans nos approches. Donc on avait fait un procès, je leur avais donné un petit cas pratique avec un vrai procès. Et donc il fallait qu'ils défendent leurs opinions. Voilà, ça peut être des débats, on peut faire des débats de société sur des éléments importants. Et comment, dans nos approches, justement, on est convaincant. Avec quoi ? Ça passe par quoi ? Et alors, ils sont comment, les étudiants de l'IFAG ? Comment vous les définiriez ? Moi, je les trouve très curieux, très intéressés. J'ai de la chance, c'est que j'enseigne les soft skills. Donc, c'est vrai que ça leur sert pour leur métier, mais aussi d'un point de vue personnel. C'est très utile pour eux. Et moi, j'ai cette chance-là, c'est qu'ils sont très curieux et très intéressés par mes approches. Ce n'est pas des approches académiques, puisque moi, je ne les mets pas devant un tableau, Excel, tout ça. C'est autre chose. Et comme ça les amène à s'interroger sur eux-mêmes, ils sont très, très curieux et très intéressés. Quel conseil vous auriez envie de donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui ? Moi, je leur conseille vraiment de faire quelque chose qui leur plaît, d'être dans une formation qui leur plaît, de faire quelque chose où ils vont sortir de leur zone de confort. Ça, c'est hyper important. Et soyez audacieux, je leur dirais, soyez audacieux. Soyez fous et essayez de mettre toujours un grain de folie dans vos approches, soyez curieux. Et en tout cas, dans ce genre d'école, ils auront forcément des apports pratiques, théoriques, très forts, mais il faut aussi aller au-delà pour pouvoir s'améliorer et s'intéresser dans le monde dans lequel on vit et dans le milieu du travail dans lequel ils vont évoluer. C'est important aussi de savoir comment ça marche. Merci beaucoup, Caroline. Voilà, je vous en prie. Merci. Alors depuis ce matin, j'ai rencontré des étudiants, des parents, des lycéens qui sont extrêmement motivés pour intégrer l'IFAG. Et peut-être que vous, comme eux, vous posez la même question. Comment ça se passe pour les admissions ? Et pour y répondre, j'ai le plaisir d'être avec vous. Amel, merci beaucoup de nous accueillir sur le campus. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien, merci. J'imagine que c'est toujours des journées
intéressant de ces JPO parce qu'on rencontre finalement les visages qui seront les étudiants de demain, quoi. C'est très riche, c'est très mouvementé, on adore les accueillir, ils sont très contents de venir et on prend beaucoup de plaisir en tout cas nous à les renseigner. Et parce qu'en plus, et c'est l'avantage de JPO comme ça, ils peuvent poser directement toutes les questions qu'ils ont, avoir des premières réponses à leurs interrogations. Tout à fait, on a aussi le privilège d'avoir des ambassadeurs et étudiants de l'IFAG. On a également le BDE qui était présent aujourd'hui, donc le bureau des étudiants, donc l'association qui permet de faire des événements et ça effectivement c'est très très riche. Alors racontez-nous un petit peu quelles sont les différentes modalités d'accès à l'IFAG. Alors, les différentes modalités sont assez différentes en fonction de la section choisie. Donc, pour les BTS, il faut impérativement être en terminale ou avoir déjà validé un baccalauréat. Ensuite, il faut que l'apprenant fasse son vœu sur la plateforme Parcoursup à partir donc, du 20 janvier. Il faudra qu'il choisisse donc, le campus de son choix, puisqu'on a 26 campus partout en France, ça c'est intéressant. Et à ce moment-là, il va devoir donc renseigner sa candidature, la valider pour être ensuite recontacté par le service des relations entreprises qui l'accompagnera pour signer son contrat en septembre. Très bien, donc Voilà. ça c'est pour le recrutement, disons, post-bac. Il y a Post-bac, d'autres modalités absolument. qui existent. Tout à fait. Pour les postes Bac plus 2 et Bac plus 3, puisque nous avons 2 bachelors et 9 MBA. Donc à ce moment-là, ils vont devoir, c'est un peu différent parce qu'on n'est pas sur Parcoursup, ils vont se candidater sur le site ifag.com, choisir encore une fois le campus de leur choix, déposer un dossier de candidature. Le service des admissions, donc Louis, mon collègue et moi-même vont les recontacter pour leur envoyer un dossier de candidature et d'admissibilité qu'ils vont nous retourner avec un certain nombre d'éléments, à savoir CV, photo, relevé de notes. À ce moment-là, il y a une première admissibilité sur dossier qui est très importante via le dossier d'admissibilité qui englobe à peu près 5-6 questions sur leur personnalité, leur parcours, leur projet pro. Si la première admissibilité est validée, à ce moment-là, ils reçoivent une convocation pour passer les épreuves de sélection. Il y a 2 entretiens collectifs, un entretien individuel. Et à l'issue donc de ces épreuves-là, ils reçoivent le résultat en 72 heures maximum. Et si c'est la voie de l'alternance qu'ils choisissent, le dossier bascule au service relations entreprises qui va les accompagner de la même manière que pour les BTS. C'est le même suivi avec coaching, accompagnement. Et si c'est de l'initial, le dossier bascule en service pédagogie. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a, au-delà des résultats, au-delà des notes, des qualités particulières qui sont attendues des futurs étudiants en l'IFAG? Alors, en termes justement de vérification des dossiers, etc., et de critères de sélection, que ce soit pour les BTS, les bachelors ou les MBA, on va regarder les relevés de notes et les appréciations. Au-delà des notes, les appréciations comptent énormément. La lettre de motivation pour les BTS. Pour les MBA et les bachelors, ça va être différent puisque là, on va plutôt regarder le dossier d'admissibilité qui fait office de lettre de motivation. Et effectivement, on regarde également lors des épreuves de sélection pour ces classes-là, bachelor et MBA, leur capacité de travailler en équipe, de s'intégrer en groupe, de s'écouter et leur coopération également en équipe. Donc ça, c'est des critères qui sont importants. Peut-être un autre point aussi qui est intéressant, parce que c'est une question qu'ont les élèves de terminale, pas d'autocensure, il n'y a pas de restrictions à avoir en termes d'enseignement de spécialité, etc. C'est très Absolument pas, on prend tout type de bac. On a vu énormément de profils. Moi, ça fait 8 ans que je travaille à l'IFAG, donc j'ai vu beaucoup de profils passer. Effectivement, que ce soit un bac général, un bac technologique ou professionnel, tous les niveaux se valent. Et c'est vraiment une question de motivation qui va faire vraiment cette différence. Allez, pour terminer, ça serait quoi votre conseil à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Simplement, s'ils se sentent l'âme d'innover, d'entreprendre et de coopérer et de s'investir, je pense qu'il faut vraiment venir à l'IFAG. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Allez, moi ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on parle de Parcoursup. Puisque vous le savez, pour entrer en première année de BTS, il va falloir que vous passiez par cette plateforme. C'est parfois source d'angoisse, de questionnement. Et je vais tout de suite animer une conférence pour vous expliquer le fonctionnement de Parcoursup et désacraliser cette procédure. Suivez-moi. Alors on va pouvoir commencer cette conférence qui va vous permettre de tout comprendre à Parcoursup. Quelques mots de présentation. Donc moi je m'appelle Guillaume Ouattara. Je suis ingénieur de formation, j'ai fait des études d'ingénieur en informatique, ce qui m'a amené d'ailleurs pendant mes études à décrypter les algorithmes de Parcoursup. Parce qu'il faut savoir que Parcoursup est un gros site internet sur lequel il y a ce qu'on appelle des algorithmes, c'est des fichiers informatiques qui vont traiter vos données, qui vont les analyser. Et donc ça a été publié en 2018 par le gouvernement. Et je me suis amusé, parce que j'adorais ça et que j'avais pas beaucoup de vie, donc je plaisante, mais je me suis amusé à lire les algorithmes de Parcoursup et à essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionnait.
Après mes études d'ingénieur, de manière tout à fait logique, je suis devenu journaliste éducation. Donc j'ai travaillé d'autant plus à la rencontre de lycéens comme vous, d'étudiants, de directeurs d'école, pour comprendre un petit peu comment ça marchait. Et depuis, j'ai fait quelques passages, je suis passé sur Brut, j'ai fait des conférences autour de Parcoursup. Donc c'est un peu tout ce que j'ai appris, que ce soit à la rencontre des directeurs, à la rencontre des étudiants, ou en lisant les algorithmes que je vais essayer de vous transmettre. Pour que vous compreniez bien la philosophie générale de Parcoursup, Parcoursup, oui, c'est un site internet où vous allez pouvoir entrer des vœux dans des formations, mais Parcoursup, c'est aussi tout un système et toute une philosophie qui va vous guider entre le 20 janvier et le 15 juillet. Donc ça commence dans quelques jours, dans 2 semaines, et jusqu'au 15 juillet, vous allez être un peu guidé par ce qui va se passer sur Parcoursup et en dehors de Parcoursup. Et pour bien comprendre la philosophie de la plateforme, il faut se dire qu'il y a 3 phases principales. Vous avez une première phase qui est une phase en fait de formulation des vœux. Vous, candidats, vous allez formuler des vœux auprès de formations, que ce soit sur Parcoursup ou que ce soit en dehors de Parcoursup. Ensuite, il y a une deuxième phase. Alors là, j'ai tapé conseil de classe sur Google pour trouver cette magnifique image, mais ça ressemble un peu à ça. C'est le tri des candidatures. C'est-à-dire que vous allez envoyer votre candidature, la formation va la recevoir, et derrière, elle va trier avec des critères qui sont propres, avec tout un système qui est propre. Mais à la fin, le but, c'est d'obtenir une liste de candidats, de dire telle personne est première, telle personne est deuxième, etc., etc., et de créer aussi une liste d'attente. Pendant cette période de tri des candidatures, vous n'allez pas trop avoir de choses à faire sur votre dossier. Vous allez parfois être convoqué à des épreuves, on va y revenir, des oraux, etc., etc. Mais là, c'est un peu le moment où toute votre scolarité est dans les mains des écoles qui y a en face. Et puis, on a une dernière phase qui va être la phase un petit peu stressante de Parcoursup. Ça va se passer au mois de juin et juillet. C'est le moment où vous allez recevoir des réponses des formations. Et je vais vous expliquer dans quelques instants, on va prendre chacune des phases et je vais vous parler un petit peu de la manière dont vous allez devoir répondre aux différentes formations. Un petit point sur le calendrier de Parcoursup. 20 janvier 2022, dans 12 jours, si je ne me trompe pas, on est le 8, vous allez pouvoir commencer à créer votre dossier Parcoursup. Vous aurez du 20 janvier au 29 mars pour faire votre dossier Parcoursup. Mon premier conseil que je peux vous donner, c'est de vous y prendre le plus rapidement possible. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir vérifier que les notes qui sont remontées sont les bonnes notes. Donc vous allez vérifier parce que votre établissement fait monter des notes, donc vous allez vérifier vos bulletins. Il faut relire ligne par ligne qu'il n'y a pas un 0 en trop ou un 0 en moins pour que votre dossier soit bon. Ensuite, et je vais y revenir dans quelques instants, vous allez devoir entrer des informations personnelles, parler de vos expériences associatives, de vos expériences extrascolaires, raconter un petit peu qui vous êtes en dehors de vos notes. Et donc tout ça, ça prend du temps, puisque derrière, c'est envoyé à des commissions et qu'il y a une chose, par exemple, si vous n'avez pas envie d'être éliminé d'office par des formations, c'est qu'il va falloir que vous soyez très vigilant sur l'orthographe et la syntaxe. Je travaille, moi, beaucoup avec des étudiants, je relis beaucoup des productions qu'ils font. Parfois, c'est pas au top. Donc, si vous avez envie de séduire, parce qu'il s'agit de séduire votre future école, il va falloir être très vigilant là-dessus. Pardon, mais je vais revenir dans quelques instants sur cette première phase. Donc, retenez bien 20 janvier, 29 mars pour faire votre dossier. Si vous n'avez pas créé votre dossier au 29 mars, mais comme vous êtes là aujourd'hui, vous aurez en tête ça, sachez que vous devrez attendre la procédure complémentaire qui a lieu en juillet. Donc, ça veut dire qu'entre mars et juillet, vous ne pourrez pas faire de Parcoursup et qu'en juillet, la procédure complémentaire, c'est là où il reste des places. Il y a parfois des formations assez sympas sur la procédure complémentaire, mais c'est prendre le risque que des formations n'aient plus beaucoup de place. Donc vraiment, 20 janvier, 29 mars, c'est les dates qu'il faut que vous reteniez. Il faut les noter quelque part. De toute façon, vos profs vont vous harceler avec ça. Donc 20 janvier, 29 mars. Un point très important, quand vous allez rentrer un vœu sur Parcoursup, parce que tous les ans, il y a des candidats qui se font un peu avoir, quand vous rentrez un vœu sur Parcoursup, ce n'est pas juste « hop, je m'inscris et c'est terminé ». Il faut penser à faire ce qu'on appelle, il faut confirmer son vœu. Il y a une phase de confirmation du vœu. Et vous verrez, de toute façon, il y a le statut du vœu. Soit il est non confirmé, soit il est confirmé. Cette phase de confirmation, elle se poursuit jusqu'au 7 avril 2022. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du 29 mars et jusqu'au 7 avril, vous ne pouvez plus rentrer de nouveaux vœux. Par contre, vous devez impérativement confirmer les vœux que vous avez déjà remplis sur la plateforme. Pensez à le faire, puisque tous les ans, il y a des candidats qui se font avoir, qui ne confirment pas leurs vœux et vous les perdez. Et pour le coup, il n'y a pas de marche arrière possible. Je vous dis ça et c'est un peu anxiogène, mais en même temps, tout est bien indiqué, vous avez des notifications, donc il ne faut pas s'inquiéter. Mais je suis là aussi pour vous dire qu'il y a ces règles-là qu'il faut bien penser à respecter. Ensuite, entre avril et mai 2022, vos dossiers sont analysés.
Vous pouvez aussi commencer ou continuer à faire des candidatures hors Parcoursup, puisque c'est le moment. Il faut savoir que Parcoursup est une porte d'entrée à l'enseignement supérieur, mais il reste, et c'est le cas de certains programmes de l'IFAG, des formations qui sont en dehors de Parcoursup, tout simplement parce que c'est d'autres portes d'entrée qui sont possibles, et faire un maximum de vœux, de formations, formuler un maximum de vœux sur Parcoursup et hors Parcoursup, ça vous permet de maximiser vos chances. Donc vraiment, essayez d'en faire le plus possible. Et puis sur Parcoursup, du 2 juin au 15 juillet, vous aurez les réponses des formations et vous saurez un petit peu comment ça fonctionne. Alors on va se focaliser sur ces 3 étapes, la formulation et l'inscription, l'analyse des dossiers, comment ça fonctionne, et puis on va parler de la réponse des formations et on parlera de hors Parcoursup juste après. La philosophie de Parcoursup, pour que vous compreniez bien cette histoire de vœux, de sous-vœux. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des sous-vœux sur Parcoursup. Ça vous dit quelque chose? Non? Oui? Bof. Parcoursup, c'est 10 vœux que vous allez rentrer sur la plateforme. Et maintenant, toute la question, c'est qu'est-ce qu'un vœu? Un vœu, c'est une candidature dans une formation générique. Par exemple, un BTS informatique, c'est un vœu. Une licence d'histoire, c'est un vœu. Un concours d'école, c'est un vœu. Un BTS management, c'est un vœu. Ensuite, derrière cette notion de vœu, vous allez avoir ce qu'on appelle des sous-vœux. Et le sous-vœu, c'est l'établissement spécifique où vous souhaitez effectuer votre formation. Vous allez, par exemple, candidater en BTS informatique. Donc ça sera votre vœu, et puis vous allez dire BTS informatique au lycée La Bruyère, ça sera un premier sous-vœu, BTS informatique au lycée Champollion, bon à chaque fois j'oublie les noms, Champollion, c'est un deuxième sous-vœu, etc., etc. Ce qui veut dire que sur Parcoursup, vous pouvez faire 10 vœux au total, et au maximum, sur toutes les formations, vous pouvez faire jusqu'à 20 sous-vœux. Donc vous pouvez aller dans 20 établissements spécifiques. Et vous pouvez faire 10 sous-vœux maximum par vœu. Vous allez beaucoup entendre parler du mot « vœu » dans les prochains… Moi, j'en peux plus, ce mot m'exaspère maintenant, mais vous allez beaucoup l'entendre. Donc, 10 vœux maximum, 20 sous-vœux pour tous vos vœux, et pour chaque vœu que vous faites, vous pouvez faire jusqu'à 10 sous-vœux. 5 sous-vœux ici, je ne sais pas pourquoi je l'ai noté, c'est une petite coquille. Mais il faut savoir qu'il y a des spécificités. Si vous candidatez sur certains concours communs d'école, de commerce, d'ingénieurs, etc., vous allez voir apparaître beaucoup d'établissements, parce qu'en fait, les établissements qui sont rattachés à des concours communs ne sont pas décomptés dans le nombre maximum de sous-vœux que vous pouvez faire. Je m'explique plus clairement. Vous allez candidater dans un réseau d'écoles, il y a 30 écoles qui sont rattachées, d'un seul coup, vous allez avoir 30 sous-vœux qui ne sont pas compris dans la liste des 20 sous-vœux maximum. Ce qui veut dire une chose, c'est qu'en théorie, quand on lit ça, on se dit, s'il y a 20 sous-vœux maximum, c'est-à-dire qu'il y a 20 établissements différents auxquels je peux candidater, donc j'aurai 20 vœux en fait, enfin pas 20 vœux, 20 sous-vœux, mais j'aurai 20 lignes sur Parcoursup. Il faut savoir qu'en fait, avec le fait que vous allez faire des concours communs, des choses comme ça, il y a quelqu'un qui s'est amusé à calculer, vous pouvez avoir jusqu'à 350 lignes de Parcoursup, 350 établissements différents sur Parcoursup. C'est beaucoup. Et ça veut dire une chose, parce que vous savez, sur Parcoursup, vous n'allez pas classer vos vœux, c'est-à-dire que vous faites vos vœux comme ça de manière indifférente, sans dire ce que vous préférez ou pas. Il faut quand même que très rapidement, au cours de l'année, vous soyez un petit peu au clair sur ce que vous avez envie de faire ou pas. Pourquoi? Parce que le risque, c'est que quand vous allez vous retrouver au mois de juin avec les propositions d'admission, si vous n'avez pas réfléchi en amont et que vous êtes accepté partout, vous allez avoir 3 ou 5 ou 3 jours pour répondre d'un seul coup à 350 établissements qui vous veulent. Et je peux vous dire, alors moi je ne l'ai pas vécu, moi j'avais l'ancien système, mais j'ai connu des lycéens qui se retrouvaient avec énormément, alors on le souhaite d'avoir plein de propositions d'admission, mais il y a un sentiment de vertige. C'est-à-dire qu'ils ont non plus 1 an, mais ils ont 5 jours pour décider ce qu'ils vont faire de leur vie. Et quand ils ont repoussé un petit peu l'échéance, moi, ils m'appellent, parce que j'ai fait des études d'ingénieur, j'en ai qui m'appellent, qui me disent « Ouais, j'ai une école d'ingénieur, mais j'ai une prépa et en même temps j'ai la fac et tout ». Et en fait, je leur dis « Bon, il faut bien réfléchir, mais 5 jours, c'est peu pour réfléchir ». Donc, construisez ce projet dans le dialogue, parce que je vois qu'il y a des parents, c'est très important d'inclure vos parents. Et c'est très important aussi, et ça c'est un message pour les parents, d'être à l'écoute de vos enfants. Puisque vous avez fait vos études il y a peut-être 15, 20 ans, voire plus, le monde de l'enseignement supérieur a changé. Les choses ont évolué et les idées que vous avez parfois sur les formations, les filières, les métiers sont des choses qui peuvent avoir bougé.
Quand j'étais lycéen, je voulais devenir journaliste, j'ai dit à mes parents, je veux être journaliste, ils m'ont dit, mais non, mais il n'y a pas de place, etc. etc. Bon, aujourd'hui, je travaille dans des rédactions et je me suis rendu compte qu'il y avait de la place dans le journalisme. Donc vraiment, soyez à l'écoute et construisez ce dialogue. On revient sur Parcoursup et sur cette phase d'inscription. Vous avez toute une phase qu'on appelle la phase du projet de formation motivé. C'est-à-dire que pour chacun des vœux que vous allez faire, chacune des formations auxquelles vous allez candidater, vous allez devoir remplir ce projet de formation motivé. C'est une lettre de motivation, 1500 caractères maximum, que vous faites pour chaque formation. C'est à soigner. Beaucoup d'établissements lisent ces lettres de motivation, surtout quand ils ne peuvent pas vous rencontrer. Et là, je m'adresse encore aux parents, il ne faut pas avoir cette envie, parce qu'il y a beaucoup de parents qui font ça, qui disent « Allez, moi j'ai passé des entretiens, j'ai fait des lettres de motivation, donne-moi ton truc, je vais faire. » Non, il faut que ça parte de vous, lycéens, donc n'allez pas sur Internet non plus, parce que sinon il y a des établissements qui lisent tout le temps les mêmes lettres de motivation. Il faut que ça parte de vous et qu'en fait, dans ce projet de formation motivée, vous racontiez un petit peu voilà, pourquoi vous avez envie de candidater à cette formation, qu'est-ce qui vous intéresse. Vous pouvez par exemple expliquer si vous êtes déplacé aux journées portes ouvertes, ça c'est très intéressant. De dire, voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer les étudiants dans le cadre de JPO, c'était intéressant, etc., etc. Il faut vraiment que ça soit quelque chose de personnel. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vos parents qui les écrivent que vos parents ne doivent pas les relire. Faites relire vos lettres de motivation, enfin vos projets de formation motivés pour que ça soit impeccable sur le plan de l'orthographe et de la syntaxe, sans non plus, parce que moi j'ai participé dans certaines formations à des comités, des jurys pour analyser des candidatures. Parfois aussi, ça ne fait pas sincère, ça ne fait pas naturel, ça fait un peu un style trop littéraire, etc. Il faut que ça vous ressemble, cette lettre de motivation, puisqu'il faut se dire qu'en face de vous, dans les jurys, ils auront vos notes, que les notes, ça veut dire ce que ça veut dire. Vous avez 11 en physique, qu'est-ce que ça dit de vous? Au fond, pas grand-chose. Et donc, la lettre de motivation, c'est aussi l'occasion de pouvoir raconter un petit peu quelle candidate ou quel candidat vous êtes. Et vous avez en plus de ça la possibilité de le faire dans ce qu'on appelle le CV global. Alors, c'est une rubrique. Il y a deux rubriques, il y a les expériences associatives et il y a les expériences professionnelles. C'est facultatif pour le coup, mais ça, c'est des rubriques qui sont communes à toutes les formations sur Parcoursup. Vous les remplissez une fois au début. Et là, pareil, c'est des indications. Donc, vous aurez toutes les expériences associatives de bénévolat, extrascolaires. Donc, ça peut être si vous êtes délégué de classe, si vous faites du théâtre, du chant, de la danse. C'est raconter un petit peu quelle personnalité vous êtes, parce qu'évidemment, vous êtes des lycéens, mais vous êtes bien plus que des lycéens. Et parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a des choses qui peuvent paraître anodines, mais qui sont intéressantes. Vous avez un compte TikTok avec 20 000 personnes qui vous suivent, que vous alimentez au quotidien. Et ça, c'est un vrai atout différenciant. Parce que ça veut dire quoi de vous? Ça veut dire que vous savez gérer une communauté, ça veut dire que vous savez produire du contenu, ça veut dire que vous êtes créatif, ça veut dire que vous avez des codes. Ça intéresse ça peut intéresser totalement les formations. Donc, remplissez ça. Vous avez aussi à remplir les expériences professionnelles. Si vous n'en avez pas du tout, n'essayez pas d'inventer des choses puisque ça peut aussi servir de base lors des entretiens. Donc si vous dites, c'est pas grave, je vais dire que j'ai bossé pendant un mois dans un service comptable, personne n'ira vérifier. Et puis qu'après vous vous retrouvez en entretien avec quelqu'un qui vous dit, alors service comptable, racontez-moi ce que vous avez vu, vous allez être un peu en peine parce qu'ils lisent un peu toutes ces indications. Mais par contre, vraiment, racontez toutes les expériences que vous pouvez faire. Si vous avez fait de l'animation d'enfants, de la garde d'enfants, si vous avez travaillé un été, etc. Ça permet, encore une fois, et c'est le but, de montrer qui vous êtes au-delà de vos notes. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir sur cette phase Parcoursup d'inscription. C'est qu'en fait, et c'est la philosophie d'ailleurs du ministère quand il a mis en place, c'est remettre de l'humain dans la procédure. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des numéros de dossier, etc. Vous êtes des lycéennes, vous êtes des lycéens, vous avez énormément de valeur. Et parfois, on ne s'en rend pas compte quand on est lycéen. On est là, on enchaîne les cours, hop, c'est la récré, etc. Mais au-delà de tout ça, au-delà de ce côté, ce rythme lycéen, vous avez des choses qui vous intéressent dans la vie, vous avez des passions, vous avez des choses. Et tout ça, il faut que vous puissiez le raconter. Donc, pensez vraiment à raconter. Un petit mot aussi sur un onglet qui s'appelle « Ma préférence » qui peut vous servir sur Parcoursup. Cet onglet « Ma préférence », vous allez raconter dessus quel est le vœu, quelle est la formation qui vous intéresse le plus sur toutes les formations que vous avez remplies. Je m'explique. Sur Parcoursup, vous n'allez pas trier vos vœux, donc vous n'allez pas hiérarchiser les vœux. Pourtant, l'an prochain, vous avez envie d'étudier le commerce, le management. Dans cet onglet « Ma préférence », vous allez écrire « Mon envie, c'est d'étudier le commerce et le management ». Pourquoi? Ça va servir dans un cas de figure que je ne vous souhaite pas, mais qui peut arriver. Si vous êtes malheureusement refusé partout sur Parcoursup, ce qui arrive si vous ne respectez pas le conseil suivant dont je vais vous parler, si vous êtes refusé partout sur Parcoursup, le rectorat va se pencher sur votre dossier
et va essayer de vous placer, vraiment, ils vont faire les chasseurs de tête, ils vont vous placer dans la formation qui peut le mieux vous correspondre. Or, si vous avez un dossier Parcoursup où vous avez mis du droit, du théâtre, de la danse, des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, le rectorat il va se retrouver bien en peine, il va se dire bah, où est-ce qu'on le met on lui met études de cire, enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc dans ce cas-là, ce qu'il va falloir faire, c'est au moment de votre inscription, dans ma préférence, vous dites bah voilà, moi ce qui m'intéresse c'est ça. Et comme ça, le rectorat, si jamais vous êtes refusé partout, pourra vous trouver une place à la rentrée dans une formation le reste de la place. Il y a une petite question? Pour ma conférence, en fait, qui a visu sur ce module? Enfin, c'est Uniquement. le rectorat ou c'est les écoles dans lesquelles on postule? Uniquement le rectorat et les écoles n'ont pas cette information, effectivement. Et d'ailleurs, les écoles n'ont jamais à vous demander ce que vous avez rempli, etc. Ça, c'est des informations confidentielles. C'est vraiment des... Voilà, vous avez le droit de remplir ce que vous voulez et les écoles ne peuvent pas faire pression en vous disant « Ah, mais qu'est-ce que vous avez mis ?» etc. etc. Comment justement éviter cette situation où on se retrouve sans rien sur Parcoursup? C'est avec ce conseil-là de maximiser le nombre de vœux, c'est-à-dire mettez-en le plus possible qui correspondent à ce que vous avez envie de faire. Faites du sur Parcoursup et du hors Parcoursup pour vraiment avoir le champ libre dans vos choix de formation. Très rapidement sur le tri des candidatures, parce que ce n'est pas l'information qui vous intéresse le plus, quand vous allez envoyer votre dossier, les écoles vont le recevoir, et donc il faut se dire que simplement une école, son but, quand elle reçoit les candidatures, c'est à la fin d'effectuer une liste. C'est-à-dire de mettre, de numéroter tous les candidats pour qu'ils aient un rang et qu'après ils puissent les appeler. Pour ça, ils ont beaucoup d'informations. Il y a ce qu'on appelle la fiche Avenir sur Parcoursup. C'est une fiche où pour chaque typologie de vœux, vous allez avoir vos moyennes, donc les moyennes des 2 trimestres de terminale, etc., etc. Mais surtout, vous allez avoir matière par matière une appréciation de votre enseignant sur votre projet d'orientation scolaire. C'est-à-dire que si vous avez 6 sur 20 en physique-chimie et que vous candidatez en médecine, votre prof de physique, il va avoir une fiche Avenir avec noté médecine pour Guillaume Ouattara et il va écrire une appréciation en disant « Vu ses résultats en physique, il n'est pas du tout fait pour faire médecine ». Bon, et le comité de médecine, ils vont voir ça. À l'inverse, vous avez toujours 6 sur 20 en physique, mais vous avez 18 sur 20 en lettres modernes, enfin en français, et vous demandez à faire une fac de français. Bon, le prof de physique, il va dire il n'excelle pas vraiment en physique, par contre, il a des qualités littéraires sur ses copies, donc oui, moi, je suis plutôt en accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est très important de maintenir le dialogue avec vos enseignants pour qu'ils comprennent un petit peu ce qui se passe. Moi, j'avais lu, parce que vous pouvez les lire après vos fiches Avenir, moi, quand j'étais en terminale, je ne savais tellement pas ce que je voulais faire que j'avais mis quasiment tous les vœux. J'avais mis des trucs de compta, de nanan, je me disais, je ne veux pas passer à côté de ma vie. Et du coup, ils avaient dû remplir beaucoup de fiches Avenir. Et j'avais des profs qui étaient venus me voir en disant « Mais on ne comprend pas pourquoi tu as mis ça ?» Et je ne savais pas à l'époque qu'ils avaient accès à tout ça. Donc j'ai dit « Non, mais je ne sais pas trop ce que je veux faire. » Donc c'est important de maintenir ce dialogue. Et ça tombe bien puisque vous allez remplir, et vous avez peut-être déjà rempli ce qu'on appelle les fiches dialogue. Est-ce que ça vous dit quelque chose, les fiches dialogue? Ouais, c'était pour le premier conseil de classe qui est passé, c'est ça? Pour le premier conseil de classe, c'est une fiche où vous notez un petit peu vos idées, vos envies, etc. Et comme ça, le conseil de classe le voit et peut savoir ce qui se passe. Donc c'est important de maintenir ce dialogue avec vos enseignants. Formation sélective versus non sélective, bon là il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, juste à titre, ça c'est vraiment à titre informatif pour que vous connaissiez la mouture de Parcoursup, puisque là c'est le moment où Parcoursup, parce que c'est une plateforme technique, etc. Mais sachez qu'il y a quand même du politique dedans, il y a des décisions politiques. 2 décisions qui peuvent vous impacter. Les formations, une fois qu'elles ont trié vos candidatures, elles vont effectuer ce qu'on appelle une liste d'appels. C'est-à-dire qu'elles disent, voilà, dans un monde idéal, voilà comment j'aimerais classer mes candidats. Et en face de ça, et là c'est nos députés qui ont voté ça, la liste elle va être reçue par Parcoursup et juste avant qu'ils proclament les résultats, il va y avoir 2 petits traitements qui vont être faits. Il y a un premier traitement qui va concerner uniquement les facs publiques, donc toutes les facultés, pour une licence de droit, etc. etc. C'est qu'on on a un critère, mais qui ne concerne pas les écoles pour le coup, donc ça c'est une chance je trouve, mais si vous candidatez à la fac, parce que parfois on doit vous dire, et c'est un conseil même que je vous donne, voilà, si vous mettez des écoles de commerce, de management, etc., pensez à vous assurer une place à la fac si jamais vous êtes refusé partout, puisque la fac ne peut pas vous refuser là où les écoles peuvent vous refuser. Donc voilà, si vous avez envie de faire une école de commerce, mettez un petit vœu en licence éco-gestion, comme ça, si jamais ça ne se passe pas très bien pour les écoles de commerce, vous aurez toujours une place à la rentrée. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que sur Parcoursup, et ça c'est ce qui a été voté donc, il y a un taux de personnes hors de la zone géographique maximum.
Je m'explique, vous êtes parisien, vous vous dites, bon, bah, c'est pas grave, je vais mettre un vœu en licence et tout, par contre, j'ai envie de partir dans le sud. Donc, vous mettez un vœu à l'université Toulouse-Capitole. Eh bien, sachez que sur Parcoursup, même si vous êtes classé très haut par l'université, eh ben, l'algorithme de Parcoursup va prendre les candidats, va vérifier en fonction de quotas qui sont placés par le rectorat, va vérifier si les candidats habitent près ou pas de la fac. Et s'ils n'habitent pas près de la fac, ils vont les redescendre. Donc, il faut être stratège. Ça ne concerne que les facs, encore une fois. Dans les écoles, elles sont libres, mais ça concerne les facs. Donc, il faut être doublement stratège, c'est-à-dire qu'il faut penser à verrouiller avec des vœux non sélectifs, c'est-à-dire des vœux à la fac, mais penser à verrouiller avec des vœux à la fac qui sont proches de chez vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième critère, là, ça concerne et les universités, et les écoles, et toutes les formations, c'est un taux de boursier. Alors là, c'est plutôt… Enfin bon, après, je n'ai pas de jugement à émettre, mais c'est plutôt intéressant. C'est dire, juste avant que la liste soit communiquée en candidat, pareil, il y a un algorithme qui va passer dans Parcoursup et qui va vérifier, le rectorat décide, formation par formation, d'un pourcentage de boursiers qu'il faut avoir. Et donc, si le pourcentage est atteint ou dépassé, bon, il ne se passe rien sur Parcoursup. Par contre, s'il n'y a pas assez de boursiers, les candidats boursiers qui sont classés un peu plus bas sont remontés. Et ça concerne toutes les formations pour avoir des critères d'égalité des chances, etc., etc. Bref, c'était la petite parenthèse pour vous raconter un petit peu ce qui se passe aussi dans les coulisses de Parcoursup et ce qui parfois déstabilise les formations qui se retrouvent en fait à avoir fait une liste et puis la liste qu'elles ont faite ne correspond pas totalement à ce qu'ils avaient prévu. Et on arrive sur la dernière phase. Et la dernière partie, c'est la réponse aux propositions d'admission. Je vous rappelle, un Parcoursup 3 phases, vous avez commencé, vous avez candidaté, tac, 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 vous avez fait votre dossier, votre projet de formation motivé. Ensuite, votre candidature, elle a été envoyée dans une école, l'école a traité, etc., l'algorithme est passé dessus. Et là, on arrive, c'est en juin de mémoire, on arrive au 2 juin et vous allez vous connecter sur Parcoursup et commencer à obtenir vos réponses et les réponses des formations. Et là, il va se passer quelque chose de majeur. Et je ne veux pas vous inquiéter, mais sachez que ça va arriver. Le premier jour, quand vous allez vous connecter sur Parcoursup, vous avez une chance sur 2 d'être sur liste d'attente partout. 50% des candidats sur Parcoursup sont sur liste d'attente le premier jour. Pourquoi? C'est extrêmement simple. Je vous ai expliqué sur Parcoursup, vous faites des vœux, des sous-vœux dans des formations et vous ne triez pas les formations les unes par rapport aux autres. Ce qui veut dire qu'un même candidat, s'il a fait 350 sous-vœux dans plein de formations différentes, il peut avoir 350 places. S'il a un très bon dossier, toutes les écoles le veulent et donc il va te rester 350 places. Et ce qui se passe, c'est que les candidats avec les meilleurs dossiers, c'est les candidats que les écoles vont vouloir attirer. Donc ils vont se retrouver à avoir beaucoup de propositions d'admission. Mais c'est-à-dire qu'un candidat, en général, il va te rester 10, 20, 30 places. Donc, vous serez peut-être dans la position des candidats qui seront acceptés qui auront beaucoup de propositions d'admission, mais il est possible également que vous deviez attendre que ces candidats qui ont des très bons dossiers les libèrent. Bref, c'est un système qui va être très progressif. Sachez que les 2 premières semaines, la situation va évoluer très vite. Donc, prenez votre temps, ne précipitez pas vos décisions surtout, prenez vraiment votre temps, puisqu'on passe de 50% de candidats qui sont sur liste d'attente partout à 80% de candidats au bout de 2 semaines qui ont au moins une proposition d'admission. Et donc, quand on va vous proposer une formation, sachez là aussi que vous avez énormément de pouvoir en tant que candidat. Pourquoi? Quand on vous dit, par exemple, vous êtes accepté ici, dans telle formation, vous ne devez pas immédiatement dire oui ou non, j'y vais. Vous avez la possibilité effectivement de vous inscrire, vous avez la possibilité de dire non, j'ai pas envie d'y aller, ou vous avez la possibilité de vous préinscrire, mais de garder d'autres vœux sur lesquels vous êtes en liste d'attente, puisque les formations peuvent soit vous accepter, soit vous refuser, soit vous placer sur liste d'attente. À partir du moment où elles vous acceptent, vous pouvez statuer, mais par exemple, mettons que vous avez candidaté en licence d'informatique, en licence de français, en licence de physique. Bon, la licence de physique vous élimine, vous étiez pas… Enfin non, ils ne peuvent pas vous éliminer, mais bon, mettons qu'ils vous éliminent. Il vous reste la licence de français, la licence d'informatique. Vous avez la possibilité, par exemple, vous êtes sur liste d'attente dans la licence de français. Vous avez la possibilité, si la licence d'informatique vous accepte, de dire « Ok, j'accepte provisoirement de m'inscrire en licence d'informatique, mais je garde mon vœu en licence de français. » Et ça veut dire que vous allez continuer à avoir votre classement qui va évoluer parce que chaque jour, vous voyez les places que vous gagnez. Donc, par exemple, vous commencez, vous êtes 800e sur liste d'attente, puis vous êtes 750e, puis 620e, ça vous le voyez au jour le jour. Et donc, vous avez la possibilité de dire « Ok, je vais dans la licence d'informatique, mais je garde cet autre vœu à côté. » Et ça donne quoi avec les écoles? Et bien voilà, vous allez peut-être être accepté dans une première école, et puis finalement, il y a une autre école qui vous intéresse, qui vous a mis sur liste d'attente. Donc, vous pouvez dire «
ok, cette école-là, je garde le vœu, mais j'attends d'autres vœux à côté. Ce qui vous donne le temps, et vous pouvez attendre autant que vous voulez jusqu'au 15 juillet. Et moi, je vous conseille, c'est un vrai conseil que je donne, c'est d'attendre le plus longtemps possible, puisque les situations se décantent petit à petit. Qu'est-ce que je peux vous dire? On va peut-être parler très rapidement pour terminer du hors Parcoursup, puisque ça concerne l'IFAG. Donc là, vous avez la procédure Parcoursup, avec les grands jalons, avec les grandes phases. Mais comme je vous dis, le plus important, c'est de maximiser au maximum vos chances. Et donc, ça passe aussi par des candidatures hors Parcoursup. Alors ça, vous l'avez déjà vu, hein, mais le concours de l'IFAG pour les bachelors, il y a un dépôt du dossier, un jury d'admissibilité, un concours, un jury. Ça se fait vraiment en parallèle de la procédure Parcoursup et ça vous permet d'avoir plus de chances d'avoir une bonne place à la rentrée. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut penser. Bon, il y a quelques petites subtilités, le répondeur automatique, etc. Mais ça, c'est des informations que vous aurez simplement pour vous dire que vous n'êtes pas obligé de vous connecter tous les jours sur Parcoursup puisque vous pouvez trier vos vœux en attente et Parcoursup peut répondre à votre place. Alors, on vient de le voir avec le directeur, la question de la professionnalisation est primordiale à l'IFAG. Pour en savoir plus, j'avais envie de rencontrer l'une de celles qui entretient ce réseau professionnel et accompagne les étudiants au jour le jour. Bonjour, Patricia Calon. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, ce n'est pas votre bureau, mais c'est une salle un peu amovible dans laquelle on s'est installé sur ce campus où les étudiants viennent suivre des cours, faire aussi pas mal de prises de parole. Alors, d'abord, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les liens entre l'IFAG et le monde professionnel ? Alors tout à fait, nous avons plus de 300 entreprises qui sont partenaires avec l'IFAG. Nous organisons beaucoup d'événements au sein de l'école, comme par exemple des speed recrutements, où les entreprises peuvent venir trouver donc des bons profils pour leurs postes vacants. Nous avons également un bon réseau d'anciens IFAGiens, plus de 16 000 qui nous font bénéficier de leur réseau. Et puis, évidemment, on en parlait tout à l'heure, l'un des points forts, c'est l'alternance, c'est-à-dire la possibilité d'être étudiant et de travailler en même temps. Parlez-nous de cette alternance. D'abord, comment ça se passe pour les étudiants pour trouver des offres d'alternance, pour trouver des entreprises? Vous les aidez là-dessus? Tout à fait. À partir du moment où les étudiants sont inscrits donc, dans notre école, ils vont participer à un accompagnement avec le service relations entreprises. Donc nous organisons des ateliers qui vont leur permettre de travailler leurs outils, comme le CV, la lettre de motivation, de les préparer aux entretiens et puis de les aider à savoir comment prospecter les entreprises. Donc des tas de conseils sur les sites internet où trouver des offres, comment trouver physiquement aussi des postes. Donc en fait, ils participent à tous ces ateliers et puis nous faisons aussi du coaching individuel, donc en parallèle de ces ateliers collectifs, voilà, pour les préparer, faire des simulations d'entretien ou autres. Nous les mettons sur les offres que nous avons de nos entreprises partenaires. Et puis nous allons collecter aussi beaucoup d'offres. On va démarcher les entreprises pour avoir des offres. Cette alternance, vous l'observez, c'est un vrai tremplin pour des jeunes, c'est-à-dire que cette expérience qu'ils vont acquérir pendant 2, 3, 4 ans, c'est une expérience qui est très valorisée sur le marché de l'emploi. Ah, tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, entre un jeune qui va faire sa formation en initiale et un jeune qui va faire la formation en alternance, qui va donc avoir 2, 3, 4 années d'expérience, c'est vrai que les recruteurs vont préférer prendre le jeune qui a déjà de l'expérience professionnelle. Ça leur apporte énormément, ça développe beaucoup de compétences, beaucoup d'aptitudes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très recherché sur le marché de l'emploi. Alors c'est vrai que c'est intensif, l'alternance. Il faut s'y préparer parce que c'est pas facile, c'est un rythme assez soutenu entre les cours, le travail personnel et l'entreprise. Mais c'est vraiment un levier très important aujourd'hui pour l'insertion professionnelle. Vous proposez aussi certaines formations en initiale, mais avec un peu le pari de dire ça va être de la formation à l'entrepreneuriat, à toutes ces démarches-là, parce que c'est aussi le but ici à l'IFAG, c'est de former de futurs entrepreneurs. Oui, tout à fait. Comme vous dites, la valeur de l'IFAG, vraiment, c'est l'entrepreneuriat. Et donc, c'est vrai que cette insertion en entreprise, à travers l'alternance, va développer tout un tas de compétences qui sont aujourd'hui vraiment nécessaires pour entreprendre, être bien dans l'entreprise, proposer des projets. Et justement, parlons-en des débouchés professionnels. Comment ça se passe pour vos étudiants une fois qu'ils sont diplômés? Alors, on a vraiment des étudiants qui vont travailler dans l'ensemble de tous les services d'une entreprise, que ce soit de la logistique, que ce soit de la communication, du marketing, des ressources humaines, voire à l'international.
parce qu'aujourd'hui, on va former des étudiants qui ont vraiment une vision 360 degrés de l'entreprise. Et donc, ils peuvent vraiment travailler dans l'ensemble des services. Alors, ils se sont plus ou moins spécialisés en fonction de leur alternance, de l'entreprise dans laquelle ils étaient et puis de leur formation. Mais ils peuvent quand même travailler dans tous les domaines. Donc, on va avoir vraiment des jeunes qui vont être dans des petites entreprises, des grandes entreprises, et puis vraiment, comme vous dites, tous les services. Ils vont avoir souvent des postes à responsabilité et puis avec du management, encadrement d'équipe, puisque c'est quand même une valeur forte à l'IFAG et qu'on est une école de management. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, on a eu une présentation assez générale de l'IFAG et là, on vient de centrer un peu sur la question professionnelle. On va passer maintenant à une autre thématique, celle des cours, puisqu'on va aller à la rencontre du responsable pédagogique. C'est à 2-3 salles d'ici qui va nous présenter un petit peu la formation à l'IFAG. Allez, je me suis faufilé dans une salle de classe pour parler d'une question qui est essentielle quand on intègre une école, c'est celle de savoir quels sont les cours qu'on va étudier et surtout comment on va les étudier. Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'être avec vous. Merson, bonjour. Bonjour. Alors racontez-moi un petit peu la philosophie générale des cours. Qu'est-ce qu'on étudie à l'IFAG? Alors déjà, à l'IFAG, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque groupe, chaque classe a une particularité d'avoir un projet. Donc si vous voulez, par exemple, pour les Bachelor 1, les premières années, ils vont travailler sur un projet de développement durable, donc qui est travailler sur qui est une entreprise qui va nous demander des recommandations, des précos. Sur la deuxième année, ils vont travailler sur une étude marketing terrain. Sur la troisième année, ils vont travailler sur tout ce qui est le cas création d'entreprise, donc ça veut dire qu'ils doivent créer une entreprise fictive. Ils ont aussi le cas innovation, qui est aussi apporter une préco aussi, et des recommandations à une entreprise réelle par contre. On a eu l'exemple de Banque de France et Action Logement. Et pour la quatrième année, donc, ils ont le diagnostic stratégique, donc le DIAG. Et pour la cinquième année, la dernière année, donc pour le master, ils ont la transmission, le TREC. Donc la transmission, c'est tout ce qui est la reprise et la cession d'une entreprise. Donc, voilà. Donc ça, c'est des projets qu'ils vont faire et autour de ces projets s'articulent des cours pour essayer d'avoir un peu les différents éléments. On imagine un peu de communication quand on communique, un peu de management, c'est un peu l'idée. C'est ça. En fait, dans tous ces projets, bien évidemment, ça va regrouper tous ces modules-là, tout ce qui est finance, management, de l'entrepreneuriat, de la RH. En fait, tous ces modules-là vont faire en sorte que les étudiants pourront bosser sur leur projet en fonction de l'année, au fur et à mesure de l'année. Voilà. Donc c'est une pédagogie qui est quand même très axée sur le concret, sur le projet, parce que le but c'est d'être très vite employable. C'est ça. Le but c'est qu'ils soient très vite employables aussi et qu'ils aient des notions et qu'ils puissent avancer très vite aussi, parce qu'aujourd'hui le monde du travail est très saturé. Donc le but c'est tout de suite de les mettre aussi en situation et en condition pour qu'ils puissent avancer le plus rapidement possible. Un mot également sur les intervenants. Qui fait cours en fait à l'IFAG? Alors les intervenants, nos intervenants, ils sont très bien et alors si vous voulez, c'est des gens qui ont une grosse expérience et qui sont souvent, qui ont eu des expériences professionnelles, de même qui ont eu des entreprises et qui sacrifient leur temps pour venir nous donner des cours, donc qui ont une très grosse expérience, comme je l'ai dit, et qui sont vraiment spécialisés. Ça veut dire que pour du management, un exemple que je vous donne, ça va vraiment quelqu'un qui est vraiment calé management et qui a vraiment bossé là-dessus et qui a eu différentes entreprises. Donc différentes expériences au sein de certaines grosses entreprises et ça c'est une très bonne chose je pense pour nos apprenants. Alors l'une des promesses, on peut dire l'une des promesses de valeur de l'IFAG, c'est de former à l'entrepreneuriat et en tout cas de donner cette démarche-là aux étudiants. Comment justement on apprend l'entrepreneuriat? Parce que on peut avoir cette idée de se dire, en fait, pour entreprendre, il faut se lancer, il faut faire des projets et ça ne s'apprend pas dans des salles de cours. Comment justement vous créez cet apprentissage? Alors nous, on a la particularité, on a la chance d'avoir un incubateur qui est au moins un dans nos locaux. Alors c'est clair que nos apprenants n'ont pas tous cette fibre d'entreprendre parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre. Mais c'est clair que quand des fois ils ont des cours avec des intervenants qui ont déjà entrepris des choses, qui ont déjà monté leur boîte, ça leur donne envie. Et nous, on a cette particularité de pouvoir donner des cours, des coachings d'entrepreneuriat. Donc, comme je l'ai dit, on a des locaux, on a un incubateur ici. Et les étudiants, les apprenants, excusez-moi, ont la particularité de pouvoir prendre des coachings au cours de l'année et présenter leur projet, leur business plan sur ce qu'ils veulent faire. Donc, voilà.
Pour terminer, quel dernier message vous auriez envie de transmettre à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Bah écoutez, je pense qu'il y a différentes écoles, il y a beaucoup d'écoles. Comme on le sait très bien, il y a beaucoup d'écoles. En plus, on est sur un secteur qui est très miné, comme je le dis, on est sur la défense. Ce que je peux dire, c'est que nous, on a un suivi qui est exemplaire, remarquable. On sait très bien qu'avec le contexte, ça n'a pas été facile. On a toujours eu un suivi, comme je l'ai dit, exceptionnel. On a toujours été proche de nos étudiants. On a toujours su les accompagner professionnellement et humainement. Et je pense que ça peut être une très bonne chose. Ça peut être un plus, quoi, on va dire. Et ben voilà, si vous Voilà. avez envie d'une école qui individualise les parcours et qui fait de la dentelle du sur-mesure, c'est l'IFAG. Merci beaucoup. Merci et à puis, vous. nous, je vous propose de continuer notre visite. Allez, de la salle de classe à l'amphi, il n'y a qu'un pas qu'on vient de franchir, puisque après avoir parlé avec le responsable pédagogique, on va parler avec les étudiants justement de cette pédagogie, mais aussi de tous les à côté, de la vie à l'IFAG, des activités qu'on peut faire et puis des belles opportunités qui sont offertes. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer, peut-être vous, Jean Beauclerc, pourquoi vous avez décidé d'intégrer l'IFAG? Qu'est-ce qui vous intéressait? Bah, moi, clairement, c'est la notoriété de l'école qui m'a attiré, le taux de réussite et les perspectives d'évolution, quoi. Quand on est en terminale, j'imagine qu'on a, Adrien, des hésitations, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qui vous a convaincu à venir ici? Je vais être honnête, c'est l'image de l'IFAG qui m'a convaincu et également la proximité. Parce que j'habite à proximité, du coup, c'était la voie à choisir. C'est quoi l'image? Qu'est-ce qui vous intéressait? Toute l'image de l'innovation, le fait du management qui est assez vaste quand on ne le connaît pas. Avoir la chance d'être en alternance, c'est un point qui est très positif. Et être accompagné comme ça, la question était vite répondue. Alors toi, Adrien, raconte-nous un petit peu, quels sont les cours que tu as suivis quand tu es arrivé directement à l'IFAG en première année? D'accord. Donc, premièrement, j'ai commencé avec culture générale et expression, qui est un peu une sorte de philosophie. J'ai fait anglais, développement de la relation client, animation et dynamisation de l'offre commerciale, gestion opérationnelle et également culture économique, juridique et managériale. C'est des matières qui sont un peu différentes de ce qu'on fait au lycée. Ça te plaisait? C'était intéressant? La pédagogie aussi était intéressante? Exactement, parce que moi j'ai fait un bac STMG, option mercatique. Du coup, c'était la suite de mes études. Du coup, j'ai pu être dans le moule et savoir quelles allaient être les attentes. Jean Beauclerc, toi, tu es plutôt côté bachelor, donc c'est différent d'un BTS, parce que le BTS, il y a un cadre national, etc. Le bachelor, j'imagine, c'est des cours qui sont un peu plus axés sur le projet, un peu plus axés sur le concret, un peu plus axés sur le monde pro. Bien sûr, bien sûr. Je m'y retrouve clairement, d'autant plus que moi, j'ai arrêté les cours pendant un certain nombre d'années. Et du coup, je suis revenu là et je retrouve vraiment mes marques, une équipe pédagogique au top, voilà, quoi. Alors, la particularité que vous avez tous les deux, c'est de faire de l'alternance, c'est-à-dire que concrètement, vous êtes certains jours à l'école et d'autres jours en entreprise. Toi, Jean Beauclerc, tu l'as fait où ton alternance? Je l'ai fait chez Boomer. D'accord. Une entreprise développement de marketing et digital, des entreprises, qui se base sur ça et c'est sur Paris. Ouais. Et c'est quoi concrètement ton taf là-bas? Mon taf, je suis commercial chez eux. Ok. Je vends leurs services. Démarchage téléphonique C'est au ça. quotidien. Bonjour, Jean Beauclerc au téléphone. Est-ce que vous avez un besoin? Non, je vais vous le créer. Sur Internet aussi. Sur Internet, tu connais du démarchage sur Internet? On promouvoit nos services via les pages Instagram, TikTok, tout ce qui va avec, quoi. Ok, très bien. Donc tu te mets en scène, tu fais des petites vidéos TikTok où on te voit Bien sûr, si vous bien avez sûr. besoin de quelque chose. Oui. Et alors raconte-nous justement, parce que quand on est en alternance, il faut assumer la vie étudiante, les cours, il faut assumer la vie professionnelle. Comment on fait? On se dédouble? C'est clairement pas facile, mais c'est faisable. Dans l'ensemble, on n'a que 2 jours de cours dans la semaine. Ok. Et d'un côté, c'est bien parce que ça nous apporte beaucoup d'expérience. Ça nous fait mûrir, ça change un homme clairement de faire ça. Et une femme aussi d'ailleurs. Et c'est une bonne expérience à prendre, clairement. Et alors toi, Adrien, tu es aussi sur TikTok, tu fais de la vente aussi là-dessus? Non, je ne vends pas dans ce genre de domaine. Alors moi, je suis à Suez, recyclage et valorisation. Je travaille dans une agence qui se trouve à Gennevilliers. Ok. Et c'est quoi ton travail concrètement tous les jours quand tu vas au travail? Qu'est-ce que tu fais? Généralement, soit je suis en soutien d'un attaché commercial grand compte, Ok.
où je suis, on peut dire, chargé de clientèle, donc je fais tout ce qui est phoning, appel entrant, appel sortant. Je fais du mailing aussi également. Ça va être surtout de l'accompagnement avec le client, pour savoir quelle prestation va être en adéquation avec son besoin. Du coup, voilà. Et comment tu as trouvé cette opportunité? C'est l'IFAG? Non, c'est par rapport à mon réseau personnel que j'ai pu trouver cette alternance. Donc, voilà, mais j'ai bien été suivi par l'IFAG qui m'a bien aidé pour tout ce qui était contrat, comment faire et tout. Et toi, comment tu as trouvé cette opportunité? Un peu comme Adrien, c'était personnel. D'accord. Donc c'est important, mais c'est quoi le réseau personnel? C'est la famille, c'est des stages qu'on a pu faire, c'est tout ça en fait qu'on cultive? Les proches, les gens qu'on peut rencontrer dans les cursus scolaires, qui ont les mêmes projets que nous, qui ont une boîte qui fonctionne bien, voilà quoi. Bon là on a parlé des cours, on a parlé du stage, on a parlé du monde pro. Sympa. Mais la vie étudiante, c'est pas que ça. Ça ressemble à quoi la vie associative, étudiante, festive à l'IFAG? Au-delà des cours, il y a plein de choses que l'IFAG nous propose, comme des journées d'intégration, des soirées par exemple dans des boîtes de nuit. En fait, c'est surtout ce qui va être en lien avec rassembler tous les étudiants pour qu'ils puissent s'amuser ensemble. Par exemple, on a la salle de repos, qui est là où on peut faire du baby-foot, on peut se détendre. C'est un bon moyen de faire une pause entre les cours et je pense que c'est très appréciable. Malheureusement, la pandémie, ça ne nous avantage pas vraiment, mais voilà, à l'IFAG, il y a des structures et on est bien structuré là-dessus. Exactement. C'est quoi, toi, Adrien, ton meilleur souvenir à l'IFAG? Mon meilleur souvenir, je dirais quand on a repris les cours en présentiel, pouvoir voir tous mes camarades. C'était assez... C'était émouvant un peu. Oui, parce qu'on les a juste vus par rapport à des écrans interposés, donc pour du Teams. Donc là, franchement, les voir, même voir les profs, avoir un nouveau moyen d'apprendre, surtout après être sorti d'un bac STMG, du coup, continuer là-dessus. Alors Jean Beauclerc, toi, ton meilleur souvenir à l'IFAG, c'est quoi? Journée d'intégration. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la journée d'intégration? Clairement, je fais partie du staff du BDE. On est arrivé en Normandie, si je ne me trompe pas. On a organisé les ateliers, les jeux, et clairement, c'est mes meilleurs souvenirs. On a fait plein de jeux, on a fait des soirées, franchement, c'était top. Ça a permis de rencontrer du monde et de créer des liens? Clairement, oui. Clairement, c'est toujours une bonne chose pour la suite. Et ben voilà, cette vie associative justement, on va en parler plus en détail puisque je vais descendre de quelques étages pour aller à la rencontre du BDE, le bureau des étudiants. Alors comment organise-t-il la vie associative ici? Et la réponse tout de suite, le temps de descendre les escaliers. Alors évidemment, comme dans toutes les écoles, la vie associative revêt une importance toute particulière à l'IFAG. J'ai le plaisir d'être avec deux membres du BDE. Bonjour à tous les deux. D'abord, une première question pour toi, Mohamed. Raconte-nous un petit peu à quoi ça ressemble la vie étudiante ici à l'IFAG. La vie étudiante, elle est quand même jalonnée par le BDE. Justement, on est un peu là pour ça, pour essayer de, on va dire, intégrer toutes les classes de l'IFAG ensemble. Donc voilà, on organise souvent des sorties, des soirées. On va essayer, là on essaie un peu, même si c'est un peu compliqué avec le Covid, d'organiser des sorties qui soient moins liées avec les soirées et plus liées avec des activités extrascolaires type du golf, des initiations à ce genre de sport. Donc, voilà. Et puis l'avantage, Jérémy, c'est qu'on est à la Défense, c'est-à-dire à côté de Paris, on peut vraiment profiter du bain culturel parisien. C'est ça, en fait, à Paris, on a la chance d'avoir plusieurs cultures, d'avoir plusieurs lieux dans lesquels on peut se retrouver, dans lesquels on peut passer des bons moments. Et avec le BDE, justement, on essaie de profiter de cette chance-là pour essayer de, comme l'a dit Mohamed, d'intégrer au mieux les étudiants entre eux. C'est quoi, toi, Mohamed, ton meilleur souvenir de vie étudiante? Là, clairement, c'était le week-end d'intégration qu'on a fait en ce début d'année scolaire. Donc, c'était en octobre. Et beaucoup de rigolades, pas mal de stress parce que du coup, nous, du côté BDE, on était quand même sur l'organisation. Mais honnêtement, on en garde quand même pas mal de bons souvenirs. Donc ouais, c'était celui-là. Comment on trouve le juste équilibre quand on est en alternance comme toi, entre d'un côté les cours, de l'autre côté le travail et du troisième côté, le côté du miroir, on a la vie étudiante. On arrive à bien jongler entre tout ça? C'est l'organisation. Après, voilà, nous on est étudiants, donc moi c'est la troisième année que je suis alternant à l'IFAG. Donc j'étais obligé dès le début de m'adapter, de m'organiser.
Et là maintenant, du coup, j'ai maintenant le BDE dans lequel je participe et je dois aussi y consacrer du temps. Donc pareil, c'est une organisation à revoir pour essayer d'être efficace au mieux possible dans tout ce que je fais. Allez, quel dernier message vous avez envie de transmettre tous les deux, chacun un petit mot pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Pour celles et ceux qui veulent rejoindre l'IFAG, tout simplement bienvenue. J'espère qu'on pourra se rencontrer, même si nous, du coup, c'est notre dernière année, donc on ne se verra pas. Mais en tout cas, si parmi vous, il y en a qui ont des âmes d'entrepreneurs ou une âme de vouloir créer justement, prendre la succession du BDE, vous êtes évidemment les bienvenus et j'espère que vous pourrez faire aussi bien, voire même mieux que ce qu'on a pu faire nous. C'est ça. Et l'IFAG, il ne faut pas oublier que l'IFAG a une âme d'entraide et de collectif. Donc à l'IFAG, vous ne serez jamais laissé dans votre coin. Encore une fois, du coup, que ce soit avec la pédagogie ou avec le BDE, on fera tout pour que vous soyez intégrés, que vous ayez des années étudiantes inoubliables. Merci à tous les deux. Je crois que vous allez en cours de théâtre là tout de suite, c'est ça? Exactement, c'est ça. On doit vite bouger pour aller faire les théâtres. C'est en lien avec l'IFAG ou c'est une passion à côté? Non, c'est une passion à côté, ouais. Allez, c'est la fin de cette journée de découverte de l'IFAG. J'espère qu'on aura pu répondre à toutes vos questions. S'il en reste, bien sûr, n'hésitez pas à visiter le site internet qui s'inscrit sur votre écran, puisque vous pourrez échanger avec les équipes qui vous parleront de tout. Je repars moi avec un peu de lecture, parce que petite info, il y a le journal gratuitement tous les jours sur le campus. Ça fait toujours plaisir de pouvoir se tenir au courant de l'actualité. Passez une très belle fin de journée et à très bientôt sur les réseaux sociaux.